À Kinshasa, la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois est montée au créneau ce vendredi 18 mars pour dénoncer ce qu'elle qualifie des campagnes de dénigrement orchestrées pour saper les efforts de la RDC dans la gestion durable de ces forêts. Ces acteurs de la société civile environnementale ont dénoncé avec la dernière énergie l'article paru dans El País, un média espagnol. Certains acteurs cités, dont l'article est contacté ensuite par la CNCIB, affirment que leurs propos ont été dénaturés par l'auteur du dit article, comparable à un monstre à plusieurs têtes au regard de la divagation d'idées, rendant les textes moins fluides. À en croire la CNCIB, les informations publiées par la journaliste espagnole sont dénuées de tout fondement au regard de la mauvaise analyse faite de la législation congolaise sur les concessions de conservation. Nous avons compris que c'est un combat de haut niveau. Dans l'article, on parle d'une des poignées de concessions. Parce que la RDC, n'oubliez pas, a au total environ 155 millions d'hectares. Mais on parle d'une poignée de concessions détenues par une société autour de 4 millions d'hectares. Alors que les enjeux pour nous sont ailleurs. L'idée, c'est quoi? C'est que étouffer la RDC à ne pas accéder à ces marchés carbone à travers le monde. Si ces acteurs de la société civile ne rejettent pas tout en bloc, ils reconnaissent tout de même qu'il y a une part de vérité dans ce qui a été publié par El País. Nous avons, comme disait hier, relevé certaines contre-vérités, mais aussi nous avons mis l'accent sur les aspects, je dirais, en termes d'enjeux stratégiques, sur le plan géostratégique, en matière de questions liées au marché carbone, mais aussi sur les aspects liés au leadership sur ces questions-là de la République démocratique du Congo. La société civile recommande par ailleurs au gouvernement de mettre la lumière sur cette situation des concessions de conservation telle que réglementée par le décret 011/27 et le décret 05/116. Elle exige le retrait pur et simple de cet article publié dans El País qui, selon eux, détient des propos discourtois vis-à-vis de la RDC. La clarification des rôles des acteurs dans la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national de la République démocratique du Congo a été au centre des échanges entre les différentes parties prenantes engagées dans la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs vitaux du pays. Organisé à Kinshasa, jeudi 17 mars par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, cet atelier a permis l'échange des informations pertinentes sur la SEDEN de la RDC, avec notamment les acteurs dont les activités ont une incidence sur le climat et l'environnement, mais aussi la présentation de la mission du facilitateur de Nabel dans la mise en œuvre de la SEDEN et les avancées enregistrées par la RDC dans ces processus. Cette rencontre nous permet d'initier un processus de large consultation sectorielle des différentes parties prenantes visant une meilleure appropriation de la feuille de route pour la mise en œuvre de la contribution à l'échelle nationale au cours de développement. Cet atelier s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, adopté en 2015. Cet accord recommande aux parties membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de prendre des engagements chiffrés et de communiquer de façon régulière sur leurs contributions déterminées au niveau national. Nous sommes donc heureux en ce jour de voir l'ensemble des parties prenantes à ce processus réunies autour du secrétariat général à l'environnement dans le cadre donc de cet atelier d'échange. Et nous avons l'espoir que cette synergie entre les différents acteurs et partenaires de la RDC contribuera à renforcer le rôle et l'implication de chaque partie prenante au processus de la CDL. Pour aider la RDC à relever les défis de l'atteinte de ses ambitions, le Programme des Nations Unies pour le développement, à travers son initiative Promesse climatique, appuie le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans une approche multidisciplinaire, participative et inclusive à réaliser la révision de la SEDEN de la RDC, dont la cible actuelle de réduction des émissions est passée de 17 à 21%.
je voudrais saisir l'occasion du présent atelier pour nous encourager tous à investir dans la recherche de synergies en vue de l'appropriation par toutes les parties prenantes des ambitions affichées dans la contribution déterminée au niveau national de la République démocratique du Congo. Ceci dans le but de réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre du pays. Rappelons que la RDC avait ratifié l'accord de Paris en décembre 2017 après l'avoir signé en avril 2016 et élaboré sa contribution déterminée au niveau national à fin 2015. Son ambition était de réduire de 17% l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030 dans le secteur de l'agriculture, la foresterie et autres utilisations des terres et l'énergie pour un coût initial de 21 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, la CDN de la RDC a été revue à la hausse. Elle intègre désormais le secteur des déchets et transports. Elle intègre désormais le secteur des déchets et transports non visés par la version initiale. Son coût global à ce jour est estimé à 48 milliards de dollars américains. C'est ces garçons qui a succombé à l'incendie d'un dépôt de stockage de carburant au quartier des Bonhommes sur l'avenue Poids-Lourd. Selon les témoins sur les lieux, cette flambée de feu a été provoquée par une mauvaise manipulation de ces liquides inflammables. Les moteurs à pompe qui transféraient les liquides inflammables du camion aux citernes des réservoirs n'a pas été refroidi à temps. Réchauffé, le réservoir a déclenché une explosion. Quand il y a une transvasion, là, vous prenez le carburant dans les filles, il y a des tuyaux. Ça vient, il y a le motopompes là, ça fournit le citerne. Tu vois là, il y a un moteur, le moteur là, ça crée du chaleur. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour mettre souvent de l'eau. Pourtant, il n'y avait personne. Ça a pété, ça a chauffé, et puis ça a pété. Les prix à payer pour cette erreur a été cher pour les habitants du quartier et de cet entrepôt. On dénombre beaucoup de pertes de biens matériels et immobiliers. Les dégâts matériels, il y a 6 parcelles endommagées. Dans les 6 parcelles-là, c'est encoupé dans des appartements. Donc ça fait 18 appartements. En dehors de ça, les dégâts matériels, nous avions aussi enregistré 11 véhicules, à part les dégâts dans des maisons, des choses emportées, des vitres et tout comme ça. 6 places. Ici d'abord, il y a 4 véhicules d'externe et des remorques. Le voisin, par exemple, à l'église, il y a 2 véhicules. Ici, il y a des grands véhicules. Donc au total, nous avons 6 grands véhicules et 5 voitures. Les numéros des registres de commerce inscrits sur la porte indiquent bel et bien que les activités de cet entrepôt appartenant à Madame Mélanie sont légales. Il y a une question qui ne quitte pas la mémoire de ces victimes. Pourquoi avoir légalisé l'implantation d'un dépôt de carburant en pleine ville? Le gouvernement leur a décerné les titres de fonctionnement normalement, mais il ne devait pas manquer l'autorisation de transport. Par contre, dans l'enceinte, on peut apercevoir aucune mesure de sécurité, pas d'extincteur, aucun bac à sable, ce qui remet en doute les contrôles des services compétents sur ce qui s'est fait ici. Les techniciens et experts du gouvernement, en délivrant ces titres, devraient commencer par inspecter les lieux avant d'accorder une autorisation. Ils devraient commencer par se rendre compte si c'est un endroit favorable pour stocker ces produits inflammables, car le carburant est un produit dangereux. La fumée que vous voyez vient de ces conteneurs de sacs de farine. Le feu est en train de consumer les autres marchandises que l'équipe des sapeurs-pompiers de la ville n'a pas pu maîtriser. En arrivant à la maison, j'ai remarqué à quelque part une montagne de feu. Nous avons cherché des voies et moyens pour arriver à sauver quelques biens. Malheureusement, nos efforts étaient vains, puisque la grande partie de nos biens sont calcinés. Ce drame a profité pour certains individus à céder aux actes de vandalisme. Des maisons proches du dépôt ont été pillées jusqu'au dernier meuble. Comme dans cette maison, l'épouse de ce député national ne s'attendait pas de cette aide. Les hommes en armes blanches ont apporté les antivols, le climatiseur
Ils nous ont tout emporté. Bamemi biloko nyonso ya ndako, même basaki ya bakaye, ba télévision, naza na des plasmes bazui nyonso, congélateur mibale, frigo mibale bazui, salle à manger bazui, eloko batikelinga bozomona bandeko nanga ka ba vivant. Cela na sengi kaka. J'ai pris aux autorités de m'aider pour se décompter de cette situation. Depuis ce matin, les autorités n'ont pas cessé de marquer leur présence pour s'acquérir de la situation. Actuellement, il est calme. Est-ce que la situation pourrait-elle démérer puisque certains réservoirs contiennent encore du liquide inflammable? Survenu le mercredi dernier à Kinshasa, l'incendie du dépôt des hydrocarbures à des bonhommes aurait des impacts immédiats sur le sort de cette partie de la ville. On croit le professeur Meti, spécialiste en conservation du sol, cette partie imbibée par des hydrocarbures a perdu ses caractéristiques, notamment sa fertilité. Vous regardez quand vous êtes près d'un garage où on répand le produit, donc des huiles moteurs et tout cela, donc au niveau des sols, vous voyez quelle est la couleur du sol en ce moment-là. C'est le sol est imbibé donc d'huile, imbibé de graisse, et il devient donc noir. Or, à ce moment-là, le sol perd toutes ses caractéristiques, donc qui peuvent le rendre, notamment la fertilité, notamment la perméabilité, et devient toxique. C'est-à-dire que normalement sur un tel sol, d'ailleurs vous l'observez, rien ne peut donc pousser. Ces dégâts causent la toxicité du sol. Il peut être à la base de certains problèmes environnementaux qui peuvent affecter la santé de l'homme. On croit à ces spécialistes, ces sols pollués peuvent toutefois être dépollués en subissant une extraction. Dans un premier temps, je peux considérer donc deux types de traitement de dépollution. D'abord, c'est qu'il faut extraire toute la terre qui a été polluée. Et vous comprenez donc le risque, c'est-à-dire et les travaux que cela peut demander, et même le coût, puisqu'il faut en ce moment-là extraire avec des pelles mécaniques et tout ça, toute la terre qu'il faut traiter jusqu'à la profondeur où s'arrête donc la pollution. Deuxième procédé, ce serait donc le procédé de pollution proprement dite. Parce que quand vous avez extrait ces sols-là, vous ne l'avez pas encore traité, il faudra donc le traiter. Plusieurs études prouvent que brûler une terre la rend inutilisable. D'où il est nécessaire d'éviter ce genre d'incidents afin de protéger notre environnement. Après la marche fluviale et terrestre organisée récemment à Bassoko, dans la province de la Chopo, les habitants de cette région attendent dans les prochains jours saisir l'institution de la capitale congolaise pour hausser leur ton quant aux activités forestières et minières des entreprises étrangères. Ils accusent ces entreprises de polluer l'environnement dans cette partie du pays. Nous sommes envahis par toutes les sociétés multinationales du côté rive gauche. C'est la PHC qui continue. Donc maintenant, ils ont pris le couteau. Ils avaient, à un moment donné, ils avaient abandonné le Koumeti à 25 km. Ils ont déjà récupéré. Ils continuent à récupérer des terres partout. Il y a même des endroits où il n'y a pas de palmiers. Donc, une menace grave. À en croire ses habitants, les citoyens chinois sur les lieux exercent avec quiétude leurs activités sans numéro de registre des commerces et d'une façon totalement illégale, malgré les dénonciations, plaintes, courriers adressés aux autorités compétentes et la promesse faite par la vice-premier ministre en charge de l'environnement lors de son dernier séjour dans cette partie de la RDC. Notre territoire est submergé par des exploitants qui détruisent systématiquement la forêt, s'il vous plaît. Mais il n'y a aucun revenu, en tout cas. Les droits des communautés, il n'y a aucune trace. Quand vous arrivez à Bassoko, vous ne pouvez même pas vous imaginer que c'est là où on exploite on est en train de spolier toute cette richesse-là. Donc il n'y a pas de traces. La ville de Bassoko est en ruine. Ces défenseurs de l'environnement ont, dans une note adressée à Bazaïba, demandé au gouvernement de faire un suivi sur ces dossiers avant d'expulser ces entreprises du pays. Outre la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires, leur fourniture en médicaments et équipements modernes,
Les 516 zones de santé de la République démocratique du Congo sont confrontées au problème de l'absence des médecins spécialistes. Raison pour laquelle le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, fait de la formation des médecins spécialistes un véritable défi à relever en RDC. Le Dr Jean-Jacques Mbongani a palpé du doigt cette réalité lors de sa mission d'itinérance effectuée dans les provinces du Sud et Nord Ubangi. Il est venu, il est passé dans les hôpitaux, il a vu qu'il n'y a pas de médecins spécialistes dans nos hôpitaux. Et cela, du coup, a constitué un besoin pour la formation de médecins spécialistes qui devront travailler dans nos hôpitaux. Et le besoin lui a été soumis et on attend dans les jours à venir la concrétisation. Face à cette réalité, le ministre de la Santé envisage discuter avec les médecins congolais spécialistes basés à l'étranger en vue de leur demander de revenir de temps en temps au pays pour faire bénéficier leurs services à la population. Qu'en pensent les médecins au pays? Non, c'est pas comme ça qu'on va renforcer les systèmes quand même. Non, je pense que pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie s'il faut l'adopter comme ça. Pourquoi? Parce que les médecins là qui vont venir à diaspora, il y a un coût non pour le faire venir ici. Pourquoi pas investir sur les médecins qui sont sur place pour qu'ils puissent être effectivement formés. Et on peut juste investir ou bien chercher des financements pour organiser des formations de courte durée pour ces gens-là localement ici dans le pays, et ensuite ils vont aider la population. S'il faut faire venir les médecins de l'extérieur parce qu'ils sont non, moi je pense que cette stratégie ne peut pas donner les bons résultats. C'est coûteux d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le peuple a besoin des meilleurs soins. Plus de 190 pays tentent de mettre en place un cadre mondial plus protecteur de la biodiversité. Les discussions entre les différents pays ont débuté depuis lundi 14 mars à Genève, en Suisse. Les diplomates venus du monde vont travailler pendant 2 semaines afin de trouver des voies et moyens sur comment lever l'urgence que le monde court quant à la perte de plus d'1 million d'espèces dans les prochaines décennies. Nous avons d'abord un objectif à long terme qui est d'infléchir la courbe sur la perte de la biodiversité. Mais réussir à infléchir cette courbe, c'est un long processus qui a commencé il y a 2 ans. Avec le Covid, ce processus a été interrompu. Nous avons donc pris du retard et maintenant, après 2 ans, nous nous réunissons ici en personne. Agriculture intensive, surpêche, plastique et autres polluants, l'environnement est sous la coupe d'une kyrielle de menaces. Le Covid a clairement démontré l'importance de la biodiversité pour nous, les êtres humains, mais aussi pour le bien-être de la planète. En raison de l'expansion des terres agricoles, de la destruction des habitats, de la déforestation, tous ces facteurs ont fait que la population humaine s'est rapprochée de la nature, des zones sauvages ou du règne animal. Et nous avons perturbé leur paix. En conséquence, les agents pathogènes qui ne sont pas nuisibles aux animaux mais qui sont nuisibles aux êtres humains ont été transmis aux êtres humains. Donc en gros, chaque individu a un rôle à jouer pour changer ses actions. Il peut s'agir de nos habitudes alimentaires, de notre consommation, de notre production. Tout cela doit changer. Les défis majeurs restent la capacité des États à tenir leurs engagements. Une feuille de route sera rédigée à la fin de ces assises. Les recommandations qui seront émises vont être examinées entre avril et mai à Kunming en Chine lors de la COP 15 sur la biodiversité.